Et pour cette session, nous avons la chance d'être avec la mère des coachs, Maïmouna Diop. Bonjour Maïmouna. Non, je suis la petite fille. Les grands coachs, c'est vous, hein? C'est vous qui êtes les grands praticiens du leadership. Et on aura encore beaucoup de plaisir à écouter les cas témoignages, les beaux témoignages qu'on a eus hein, depuis le début de ces sessions. En tout cas, très contente d'être là de nouveau. Et puis, voilà, on va essayer de s'enrichir mutuellement, encore une fois. Merci beaucoup Maïmouna. Maïmouna est coach en développement personnel et professionnel certifié. Euh, elle va... Maïmouna, tu peux peut-être en fait dire un peu plus ce que tu fais parce qu'on a la Oui, communauté a grandi. Voilà. oui, tout à fait. C'est vrai que je ne me suis pas présentée. Alors voilà, c'est Maïmouna Diop. Alors de base, hein, je suis ingénieur chimiste. J'ai fait mes études au Brésil et ben, quand je suis revenue, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur, mais dans le domaine du management de la qualité pendant plus de 12 ans. Donc tout ce qui était à aider les laboratoires dans leur démarche d'accréditation. Et ensuite, j'ai essayé de me mettre à mon propre compte. Et je me suis également formée justement pour devenir coach professionnel parce que je me suis dit quand on parle de qualité, on parle aussi de la qualité des hommes puisque les ressources humaines sont très importantes. Et j'ai toujours voulu comprendre est-ce qu'il n'y avait pas des principes qui nous permettaient en tant qu'être humain de nous améliorer. Donc, je me suis vraiment penchée sur tout ce qui est développement personnel, professionnel, et ça m'a tellement plu ce domaine-là que finalement, je me suis surtout focalisée et spécialisée dans ce domaine. Et donc, mon cabinet s'appelle Humanity Progress, et c'est un cabinet qui existe depuis 2013, ça fait bientôt 11 ans, et nous travaillons avec pas mal d'organisations et d'entreprises de la place. Donc voilà, en résumé. Merci beaucoup Maïmouna. Tu as été de cette aventure dès le début. De toutes les façons, elle n'aurait pas pu se faire sans un coach en leadership. Et voilà, donc merci encore une fois vraiment de cet accompagnement quasi bénévole que tu fais, que tu nous apportes tous les 15 jours à travers cette plateforme Eco Gender Equity and Leadership. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress et nous avons la chance d'accueillir notre maître, notre aîné, professeur Elisabeth Diouf. Bonjour professeur, Bonjour, professeur Alimatou. Ça va? ça va, merci. Très Merci bien. d'avoir accepté d'être avec nous. On va revenir tout à l'heure sur votre témoignage. Professeur Elisabeth est professeure d'anesthésie et réanimation. Elle va elle nous fait l'honneur vraiment aujourd'hui de nous accompagner pour cette session qui parle de la gestion du stress. Alors, on va demander à Seydina de nous projeter le housekeeping pour présenter la session d'aujourd'hui. Je vois qu'il y a les amis qui sont connectés, professeur Aïda Badian. Tout à l'heure, j'ai aperçu professeur Aïssaoula, euh, docteur Aimé Faye. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous encore une fois. Désiré, Gloria, euh, merci à tous d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on parle de la gestion du stress. Alors moi, je suis Alimatou Diop, je suis pharmacienne de formation, professeure de microbiologie. Et avec Maïmouna, nous avons mis en place ce programme ECO SN Jam de Equity and Leadership. Et nous avons au niveau de la technique, Monsieur Seydina Mbang, qui est ingénieur informaticien. Diapositive. Voilà, donc les sessions, hein, c'est un peu le même agenda. Donc, présentation des participants, ouverture de la session, introduction de la thématique. Aujourd'hui, sur la gestion du stress avec professeur Elisabeth Diouf. On va avoir des échanges avec les membres de la communauté. Puis,
professeur Maïmouna, professeur Maïmouna Diop nous fera sa présentation plus didactique. Ensuite, il y aura encore une session de questions et de réponses avant la clôture. Alors, pour ceux qui sont un peu habitués, ou plutôt pour les nouveaux, on demande vraiment de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et de positionner bien la caméra, de vous présenter avant de prendre la parole. Ça nous permet de savoir qui est avec nous. Idéalement, la caméra est ouverte. Merci. Euh, Bien sûr, on va tous essayer, c'est un gros challenge d'avoir un débit Internet suffisant. Et lorsque vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez juste lever la main comme ceci ou utiliser les fonctions de levée de main de Zoom. Si vous avez des difficultés, des questions, vous pouvez nous contacter via le chat sur la plateforme Zoom. Et puis, un des membres de notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Alors, nous vous invitons quand même à faire un maximum de vous connecter directement via la plateforme Echo, parce que c'est ça qui permet de vous comptabiliser pour les sessions et de pouvoir par la suite délivrer un certificat. Alors, cette session, elle est enregistrée. Donc, en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Donc, je disais, il est possible d'obtenir des certificats de participation. On les donnera au terme des 12 sessions. Et si vous avez assisté à au moins 50% des sessions, on pourra vous délivrer donc un certificat. Alors, les données peuvent être utilisées, mais de façon complètement anonyme, juste pour montrer ce que nous faisons à travers cette plateforme. Voilà, nous avons donc le QR code qui est là. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant dessus. Vous pouvez le partager autour de vous pour que vos amis, vos connaissances puissent donc se connecter. Voilà, donc merci. Sans plus tarder, il est 13h09. Nous allons donner la parole à coach Maïmouna Diop, qui va donc introduire cette session éco. Maïmouna, la parole est à toi. Oui, Merci. merci beaucoup, professeur Alimatou. Est-ce que je peux avoir les diapos? Je pense que je vous avais envoyé la présentation. Oui, Seydina va partager l'écran. Ok, très bien. Donc, en attendant, peut-être juste un petit mot. On peut se demander pourquoi on parle de stress quand on parle de leadership. Quel est le lien en fait? Et alors, pourquoi c'est important de parler de stress quand on parle de leadership? Parce que on le verra de toute façon tout au long de ces échanges que nous allons avoir, c'est que le stress peut affecter nos comportements, nos humeurs, nos émotions. Et en tant que leader, justement, il est très important qu'on puisse se gérer soi-même. D'où l'importance de savoir aussi comment gérer son stress. Et c'est ce que nous allons certainement appréhender aujourd'hui lors de cette session écho. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Alors, juste pour introduire la notion de stress, alors, il existe beaucoup de définitions concernant le stress, mais moi, j'ai choisi une définition que j'aime bien, c'est le syndrome général d'adaptation. C'est-à-dire qu'on considère que le stress, quelque part, c'est une alarme pour qu'on puisse se préparer à une réponse en face d'une situation précise. Et en général, cette alarme, elle se déclenche quand on a l'impression d'être en danger. Et il y a souvent trois grandes réponses, puisque quand on parle de stress, alors bien entendu, ça dépend du niveau de stress dans lequel on est, mais on dit souvent qu'on a trois grands cerveaux. On a le cerveau primitif, le cerveau archaïque, qui est le cerveau de survie. On a le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Et on a le néocortex, qui est justement le cerveau rationnel, qui nous permet de réfléchir de façon rationnelle. Et lorsqu'on est dans une situation de grand stress, souvent, ça va être le cerveau de survie qui va prendre le relais.
donc notre cerveau primitif, archaïque, qui est là pour nous protéger. Et on aura tendance à avoir donc trois grandes réactions possibles, soit l'attaque, la fuite ou la paralysie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, cette réponse à l'alarme, elle est importante puisqu'elle permet de se défendre dans des situations menaçantes. De courte durée, les épisodes de stress génèrent peu de risques et elles sont même, on peut dire, elles sont bénéfiques. Hein. Si par exemple vous marchez dans la rue et que vous rencontrez un voleur avec un couteau, c'est bien d'être stressé parce que c'est ce stress-là qui va vous permettre justement de prendre la fuite, qui va vous donner cette énergie. Parce que souvent, en situation de stress, on a une énergie qui est beaucoup plus grande qu'en situation normale. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bon stress. C'est un stress qui est là et qui nous protège. Par contre, en cas de prolongation, c'est-à-dire lorsqu'on est tout le temps dans une situation de stress, donc le corps va être maintenu constamment dans cet état de sur-régime. Et là, effectivement, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir un risque d'épuisement. Et nous allons donc surtout parler de cette partie-là, hein, comment faire pour éviter ce stress constant. Alors, avant d'arriver à la partie théorique, je vais redonner la parole à professeur Alimatou afin qu'on puisse faire le partage d'expérience. Voilà, professeur Alimatou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maïmouna, pour cette introduction sur le stress. Oui, comme témoignage, nous avons la chance d'avoir professeur Elisabeth Diouf qui a accepté de nous parler, de partager euh, une situation, une expérience par rapport à cette gestion du stress. Professeur Elisabeth, vous avez la parole. Merci, professeur Alimatou. Alors, je partage mon écran là. Oui, vous pouvez. Professeur, est-ce que vous pouvez redresser un peu votre écran? On ne vous voit pas très bien. Voilà. Merci. Alors, je vais partager mon écran d'abord. C'est bon? Oui, c'est parfait. Professeur, vous avez la Voilà. parole. Allez-y. Voilà. Merci, professeur Alimatou. Bonjour tout le monde. Donc, je remercie professeur Alimatou de m'avoir invité à cette plateforme. Bon, je vais d'abord me présenter. Voilà. Donc, je suis le docteur Elisabeth Diouf. Je suis médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. Je suis professeur titulaire à la faculté de médecine de l'UCAD, responsable de la chaire d'anesthésie-réanimation dans cette faculté et donc je coordonne le DS d'anesthésie-réanimation, le diplôme universitaire de médecine d'urgence qui va laisser la place cette année au diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence que nous allons commencer l'année prochaine, 2024-2025. Donc, j'étais jusqu'à la situation que je vais vous présenter. J'étais chef du service d'anesthésie-réanimation du CHU Le Dantec. Mais là, je n'ai plus de service, donc c'est un facteur de stress. J'ai été secrétaire générale de la Société sénégalaise d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence, directrice du SAMU national, présidente de la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone et plusieurs fois membre du jury du CAMES. Donc, avant d'aborder le sujet, je tenais vraiment à féliciter le professeur Alimatou Diop Ndiaye pour son leadership avéré, en tout cas parce que pour mettre en place ce programme, EcoSen Gender Leadership au Sénégal, animer la plateforme avec autant d'engagement, de motivation, d'assiduité, vraiment, voilà, il faut être un bon leader. En tout cas, je vous félicite. Je vous remercie également de m'avoir invité à cette plateforme où j'ai beaucoup appris depuis que j'ai commencé à participer aux sessions. Donc, je vous ai connu hein, à l'hôpital de Dantec. Nous avons eu à travailler
dans le cadre des infections nosocomiales, puisque en réanimation, c'était vraiment un problème pour nous. Et également, on s'est rencontrés justement au cours des réunions de la CME, où j'ai beaucoup apprécié votre calme, votre sérénité, mais vraiment la pertinence de vos interventions. Voilà, donc je tiens également à remercier la coach Maïmouna, je la connais pas, mais à travers les présentations qu'elle a faites, donc vraiment de belles présentations. Nous avons également beaucoup appris avec elle. Et merci également à toute l'équipe de scène, de Eco, Scène Gender and Leadership. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de parler de la gestion du stress et j'ai choisi le déménagement, la délocalisation des activités de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors, je me suis d'abord posé la question avant de l'aborder parce que j'ai eu quelques soucis hein, à trouver quelle situation de stress, même je pense que le professeur Alimatou m'a aidé un peu parce que je me posais des questions. Moi, je lui ai même demandé voilà, de changer de présentatrice, mais elle a tellement insisté que voilà, j'ai fini par accepter. Donc, je me suis dit, c'est quoi le stress? Et donc, j'ai trouvé également, comme l'a dit coach Maïmouna, plusieurs définitions. Mais moi, j'ai choisi cette définition que j'ai trouvée. Donc, c'est un état d'inquiétude. Donc, si on considère le stress comme un état d'inquiétude causé par une situation difficile, si on considère le stress comme une situation qui peut déclencher des charges émotionnelles, une situation qui exige une capacité d'analyse et de prise de décision et qui est tout de même une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces. Donc, on peut considérer que la situation que nous avons vécue lors du déménagement des activités de l'Antec est bien une situation qui nous a causé du stress. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'hôpital Aristide Le Dantec, c'est le premier CHU de l'Afrique de l'Est francophone. Il a fêté ses 100 ans en 2012. Donc, ses missions, comme tout CHU, c'est les soins, la formation et la recherche. C'est un hôpital qui a eu à former plusieurs générations de médecins, infirmiers, sages-femmes, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. À la fermeture de l'hôpital, on était à 25 services médico-techniques et avec un personnel médical, paramédical et administratif. Alors, cet hôpital, la reconstruction de l'hôpital de Dantec a été souhaitée par tous les acteurs de l'hôpital depuis des années, depuis vraiment belle lurette. Ceci parce que les conditions d'exercice, de formation et de qualité et de la qualité des soins étaient devenues inacceptables. Donc, les acteurs de l'hôpital, nous avons travaillé sur un projet d'établissement qui a abouti en 2014 à un projet de reconstruction avec une maquette qui a été validée par les plus hautes autorités de l'État du Sénégal. Bon, il paraît-il que même le projet a été inscrit dans le plan Sénégal émergent, mais après, les choses n'ont pas bougé et la situation a empiré. Donc, en 2022, les acteurs de l'hôpital se sont remobilisés avec comme maître mot, je mets mot-clé parce qu'on a eu à faire des conférences de presse et tout pour être reçu par le président de la République. Donc, le maître mot, c'était que l'hôpital Dantec devait être reconstruit dans les meilleurs délais et que pendant sa reconstruction, l'hôpital devait fonctionner et être géré sans interruption. Donc, finalement, nous avons eu gain de cause puisque la demande a été acceptée par les autorités étatiques. Et il y a eu un nouveau projet de reconstruction, mais ce nouveau projet vraiment était différent du projet qui avait été initialement validé. Donc, il était question de construire sur une partie, mais on nous avait assuré que l'autre partie devait être vendue, d'après nos informations, allait être maintenue pour garder les services et les services qui vont être délocalisés de l'autre partie pour que l'hôpital continue à fonctionner. Mais cela n'a pas été le cas. Et donc, en début août 2022, voilà, c'est vraiment une mauvaise nouvelle qui nous est tombée. Et on nous a lancé un ultimatum, et c'est ce que j'ai toujours dit, que voilà, on nous a demandé de déguerpir pour un hôpital d'une aussi grande envergure, puisqu'on nous avait dit que ce 16 août 2022 était la date limite pour déménager tous les services de l'hôpital. Vraiment, nous étions vraiment inquiets. C'était le sauve qui peut parce que
On ne savait pas où aller, comment on allait déménager, comment le personnel allait être géré et tout. Donc, ce déménagement a été fait dans la précipitation et l'anarchie totale, vraiment sans aucune préparation. Et à un moment, chaque chef de service essayait de chercher où recaser son personnel, ses activités. En tout cas, c'était qu'il fallait déménager coûte que coûte pour tenir les délais de la reconstruction. Donc, c'était vraiment une situation très, très, très difficile pour nous. Donc, nous étions inquiets. Et en tant que chef de service, peut-être probablement comme tous les autres chefs de service, je me posais des questions et le personnel également se posait des questions. Quelles sont les structures d'accueil puisque le ministère est en train de se réunir avec d'autres structures pour proposer des points d'accueil, mais nous n'étions pas toujours informés. Alors moi aussi, je me disais, j'étais chef de service d'anesthésie de réanimation. Est-ce que là où je vais aller, est-ce que j'aurai un service ou pas? Le personnel du service s'inquiétait sur leur lieu d'affectation, les conditions de prise en charge au niveau des structures d'accueil, comment on serait accueilli, traité, et comment se fera le déménagement des équipements et tout, parce que ça a été difficile. C'est un déménagement qu'on a eu à faire. Personnellement, j'ai dû payer un camion pour prendre le matériel, le mobilier du service d'anesthésie-réanimation et le trimballer dans la structure d'accueil. Alors, moi, j'ai eu deux cadres d'intervention. Le premier cadre, c'est la commission médicale d'établissement et le deuxième cadre, c'est le service d'anesthésie-réanimation. Alors, la commission médicale d'établissement, au CME, elle réunit tous les chefs de service médico-techniques, donc qui a un avis consultatif sur toutes les questions qui concernent l'hôpital. Donc, c'est au cours de ces réunions qu'on pose des problèmes, qu'on on pose à la tutelle toutes les questions concernant la reconstruction, le déménagement, et que c'est les réunions au cours desquelles nous faisons des suggestions. Et très souvent, pendant ces réunions, il y avait la direction de l'hôpital qui était représentée. Personnellement, moi, j'étais toujours en colère. J'étais toujours en colère parce que c'était une situation inadmissible et voilà, c'est comme ça que je manifestais. À un moment, on a proposé de refuser de déménager dans les délais proposés parce que c'était tout un hôpital à déménager en l'espace de 15 jours. C'était vraiment à la limite impossible. Et au cours des réunions, je leur disais que voilà, nous ne sommes pas des marchands ambulants, donc voilà, nous sommes des chefs de service, des personnels médicaux et paramédicaux. Donc voilà, on devait refuser. On devait également, on a proposé de refuser les sites de recasement qu'on nous donnait sans concertation. On a demandé de rencontrer le ministre de la Santé et de l'Action sociale, bon, ce qu'on n'a pas pu avoir. Et puis, bon, certains chefs de service, parmi lesquels bon, je figurais, se retrouvaient après les réunions de CME pour essayer de proposer une stratégie et pouvoir entraîner les autres chefs de service pour une position commune. Et bon, on n'est pas toujours bien de cause. Hein. Et par contre, au niveau du service d'anesthésie-réanimation, je n'avais pas la même attitude. En tout cas, sans y avoir réfléchi, j'ai voulu être, voilà, rassurer le personnel, leur donner des informations. Et comme on dit, si votre chef vous stresse, c'est qu'il est lui-même stressé. Je voulais vraiment pas paraître stressée devant mon personnel. Je devais être rassurante et bienveillante. Donc, c'est comme ça que, voilà, j'ai fait convoquer une première réunion quand le déménagement a été décidé pour informer le personnel des mesures de déménagement qui sont prises. Et régulièrement, on tenait des réunions de service où je rassurais le personnel, en tout cas, où je l'assurais déjà de mon soutien, hein, donc en leur disant que nous allons tout faire pour que tout le personnel soit redéployé, parce qu'il y avait des personnels avec des situations différentes. Au niveau des services d'accueil, nous allons essayer de faire respecter leur choix, parce que bon, on avait demandé de proposer des sites de redéploiement, mais il y a la tutelle ne respectait pas toujours ces choix. Donc, il fallait les rassurer. Par rapport au salaire également, assurer de notre plaidoyer auprès de la direction, surtout par rapport aux agents qu'on appelait les prestataires, qui étaient dans des situations très, très, très précaires.
Et au niveau du service également, j'avais recommandé la création d'un groupe WhatsApp qui nous a permis d'avoir une communication continue et d'être à l'écoute les uns des autres. Et ce groupe WhatsApp, on l'avait créé avant, pendant le déménagement, et il est toujours actif. Il nous a permis, avec le personnel, de recenser les lieux d'affectation, de voir avec eux les problèmes qui sont rencontrés au niveau des structures d'accueil, et puis avec le retour, de discuter avec la direction pour la résolution des problèmes. En quelque sorte, c'était leur demander de vraiment de prendre ce qui est positif, le positif de cette situation, en se disant que voilà, bien travailler, de donner le meilleur d'eux-mêmes et que la situation pourrait s'améliorer. Alors, en termes de résultats, en tout cas de cette stratégie, au niveau de la CME, par contre, je pense que notre stratégie, les résultats et les impacts étaient vraiment négatifs parce que nous n'étions écoutés ni soutenus par la tutelle. Nous n'étions pas écoutés ni soutenus par la tutelle. Les réunions de la CME étaient sans effet sur les décisions de la tutelle. Les sites de recadrement ont été choisis et retenus sans notre accord. Bon, il y avait un flou total sur la gestion du personnel. Et à un moment, nos réactions, en tout cas pour certains chefs de service, étaient considérées comme de la résistance par la tutelle. Vraiment, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et bon, moi, je dénonce notre passivité des chefs de service. C'est vrai que les enjeux étaient différents parce qu'à un moment, il y a des chefs de service qui avaient déjà trouvé des locaux quelque part, peut-être qu'ils se sentaient bien là-bas, alors que d'autres n'avaient pas encore de point de chute. Et voilà, je trouve que ce déménagement a été fait dans la cacophonie, dans la douleur et parfois dans le désespoir pour certains agents de l'hôpital. Et finalement, on s'est résigné, c'est ce que j'ai constaté, en attendant impatiemment la réception de notre nouvel hôpital. Maintenant, au niveau du service d'anesthésie-réanimation, je pense que l'impact a été positif parce que bon, la stratégie qu'on a mis en place a permis de rassurer le personnel, même si il persiste encore même des difficultés dans certains services d'accueil. Nous avons pu, en tout cas le personnel hospitalo-universitaire, accompagner le personnel qui était dans les hôpitaux où il y avait plus d'agents du service. Nous avons pu obtenir des redéploiements à la demande de certains agents parce que parfois on les affectait dans des structures où les gens ne voulaient pas d'eux, voilà, des structures qui étaient très éloignées. Et avec le plaidoyer renouvelé auprès de la direction, on arrivait à changer parfois des affectations. Et progressivement également, en rapport avec la direction des structures d'accueil, la situation des agents s'est améliorée. Au niveau du groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp, j'avoue que vraiment ça a été pour nous un cadre de discussion, de partage et même d'action de solidarité quand les gens partageaient leurs difficultés, par exemple les salaires des prestataires. Donc, on a eu à faire des actions de solidarité grâce à la communication mise en place au niveau de ce groupe WhatsApp. Alors, les leçons apprises, là, je vous mets le poste de notre président de commission médicale d'établissement. C'est un poste qu'il a mis sur Facebook pour dire qu'aujourd'hui, la suite des événements nous force à reconnaître que nous aurions pu prendre le temps. Donc, ça veut dire que, voilà, nous n'avons pas adopté la bonne stratégie. Personnellement, moi, je me demande si à l'avenir, comment je devais faire. Peut-être que je dois essayer d'être plus calme au cours des réunions, en tout cas des réunions de la CME ou même des réunions avec la tutelle, et essayer d'arriver à fédérer nos idées et nos actions au sein de la CME. Cependant, je continue à dénoncer le silence coupable de la CME, parce que nous n'avons pas été agressifs dans la communication. Et maintenant, ça fait plus de 2 ans que l'hôpital est fermé et que nous ne savons pas ce qui se passe dans cet hôpital-là. Et ça, vraiment, ça n'améliore pas la situation. Je pense que c'est un facteur de stress supplémentaire. Donc, cette stratégie que j'appelle la stratégie de résignation n'a pas été payante. Et je me dis, c'est à l'endroit de mes collègues chefs de service. Je sais que peut-être ils sont pas là, mais il y a des gens qui travaillent à l'hôpital qui sont peut-être dans la plateforme, que malgré la divergence de nos enjeux, nous devons pouvoir prendre en compte les problèmes
nous avons en commun. Et le problème que nous avions en commun à ce stade-là, c'était que nous n'étions pas contre le déménagement, mais il fallait faire le déménagement, le préparer pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions en attendant la réception de notre hôpital. Au niveau du service d'anesthésie-réanimation, je pense que, et j'insiste sur la communication, vraiment rester toujours en contact avec le personnel. Donc, ces réunions qu'on faisait avant, pendant le déménagement, et jusqu'à présent, on continue ces discussions sur WhatsApp, des appels téléphoniques. Donc, vraiment, on garde le contact avec le personnel et je pense que ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça, c'est la maquette du futur hôpital Dantec que j'ai pris sur Internet. Moi, je ne suis pas encore allée au niveau des travaux. Il paraît que ça avance. Peut-être que si on visite notre hôpital, notre nouvel hôpital, ça va peut-être permettre de réduire notre stress. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Elisabeth Diouf, pour cette présentation qui nous a replongé dans la douleur, hein. Je pense qu'on a tous vécu de façon très douloureuse ces moments. Euh, Au début, on était très optimistes. Ensuite, comme vous l'avez dit, le couperet est tombé. Il faut déménager, il faut partir. Nous, au bout d'un moment, ils ont coupé l'électricité pour un laboratoire qui a des échantillons de recherche et machin. Il fallait trouver, comme vous avez dit, il fallait trouver la solution pour déménager. Donc, oui, c'est beaucoup d'émotions. Je pense jusqu'à aujourd'hui, parler de cette période. Et je crois que c'était en tout cas un très beau sujet pour parler du stress. Merci d'avoir accepté de faire ce partage et de l'avoir fait de façon aussi, en tout cas, de façon aussi personnelle, parce qu'on a senti effectivement toute l'émotion qui s'est dégagée, comme vous l'avez dit, hein, tout le personnel, voilà, les prestataires, comment fallait gérer tout ça. Moi qui vous Non, remercie. c'est vraiment difficile. Maïmouna, Je reste à disposition pour les questions. oui, je sais pas si tu veux dire quelque chose avant qu'on ouvre peut-être, voilà. Oui, merci pour cette très belle présentation. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est vous les grands maîtres parce que vous gérez tellement des situations parfois compliquées. Déjà, quand on est dans le milieu de la santé, hein, on doit souvent faire face à des situations très complexes et très compliquées qui génèrent beaucoup de stress. Donc, je pense qu'on va beaucoup apprendre, surtout avec vous, de tout votre vécu. Et peut-être la question que je pourrais poser à professeur Elisabeth Diouf, c'est comment est-ce que vous avez pu garder votre calme? Parce que vous avez dit que vous avez rassuré vos équipes durant cette période, etc. Donc ça peut être intéressant hein, de donner les astuces que vous avez eues pour pouvoir garder votre calme et gérer cette situation avec sérénité. Merci, Coach Maimouna. Alors, j'ai pu garder mon calme dans certaines situations, dans d'autres, c'était difficile. J'ai pu garder mon calme, surtout devant le personnel, parce que je me disais que je ne dois pas transmettre mon stress au personnel. Surtout que c'est des agents avec lesquels nous n'avons pas la même situation. C'est des contractuels, il y en a la plupart, c'est des contractuels de l'hôpital. Et la majeure partie, c'est des prestataires. Je vous dis, si je vous parle des prestataires, quand j'en parle, j'ai la chair de poule parce que, voilà, ils ont payé rien du tout et ils n'ont aucun avantage, aucune indemnité. Donc là, vraiment, je me dis, tu n'as pas le droit de venir t'énerver devant ton personnel parce qu'ils n'ont rien fait. Au contraire. Là, vraiment, je me dis, tu ne dois pas. Elisabeth, tu ne dois pas t'énerver devant ton personnel et tout et tout. Par contre, vraiment, là où j'ai du mal à garder mon calme, c'est quand, pendant les réunions de la CME ou avec la tutelle. Là, vraiment, j'avoue que j'ai du mal, hein. Je pense que les professeurs Alimatou ou les gens qui ont vécu la situation avec nous savent que j'ai du mal. Jusqu'à présent, hein.
Il suffit voilà, que c'est la réunion et qu'on est là ensemble que, je sais pas, l'adrénaline commence à monter. Donc, c'est pour ça que j'ai décrit les deux situations différentes, en fait, où je réagis de façon différente. Merci beaucoup, professeur Elisabeth. Moi, comme vous dites, hein, vous savez, l'anesthésie-réanimation, Maïmouna, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même les gens qui gèrent les interventions chirurgicales. Donc, il y a énormément déjà de stress dans cette activité au quotidien. Et c'est vrai que on a eu quelque chose de différent. C'était un autre type de stress. Je crois que le professeur l'a abordé. On ne sait pas, on savait pas où est-ce qu'on allait partir, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Et au-delà de nous, il y avait tous les personnels qui n'étaient pas des fonctionnaires, qui n'étaient pas des contractuels, qui n'étaient que des prestataires de l'hôpital qu'il fallait recaser. Donc, honnêtement, c'était c'était pas facile, mais je crois que le professeur l'a très bien expliqué tout à l'heure. Peut-être tout le monde n'a pas la même façon de réagir. Pendant les réunions, bon, certains vont hausser le ton, certains vont taper sur la table, et puis il y en a qui disent on part pas. Mais quand vous êtes devant votre personnel, vous n'avez pas le choix. Parce que ces gens-là, ils attendent de vous. Et puis déjà, ils entendaient beaucoup de choses qui se disaient tout autour. Donc maintenant, il fallait que on arrive à les calmer, on arrive à leur donner de l'espoir, même si nous, cet espoir, on l'avait pas trop. Il fallait après, dans les réunions, se bagarrer. Et professeur Elisabeth ne l'a pas dit, mais je pense que le peu qu'on a eu, c'est parce que justement, elle faisait partie de ceux qui haussaient le ton. Parce que si vous ne faites pas entendre votre voix, les gens, voilà, ils ont décidé. Hein. Donc, c'est parce qu'il y a eu justement des voix qui se sont élevées qu'on nous a permis de choisir où est-ce qu'on pouvait aller, qu'on nous a permis ceci ou cela. Mais ils ont complètement éclaté les équipes et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, juste pour compléter, je ne sais pas si dans la communauté, nous sommes une cinquantaine, est-ce que vous avez des questions aussi ou des commentaires? Comment est-ce que ceux qui ont l'habitude de gérer le stress des patients et des chirurgiens étaient eux-mêmes obligés de gérer leur propre stress pour pouvoir, en tout cas, faciliter un déménagement? Je ne sais pas s'il y a des interventions. Il y en a d'autres hein, qui ont vécu ce même stress. Je pense qu'il y a Aïda Badian qui est là. Il y a aussi Aimé, docteur Aimé, qui faisait partie de la CME. Je ne sais pas si elle a envie de partager aussi. Docteur Aimé, vous êtes avec nous? Oui, oui, professeur Alimato, je suis là. Oui, on t'a replongé 2 ans en arrière. Oui, merci pour la parole donnée. Bonjour à tout le monde. Et je commencerai par remercier également coach Maimouna et professeur Elisabeth Diouf, notre maître. Elle a partagé un sujet très, très sensible en fait, parce que qui reste entièrement d'actualité. Donc, c'est vrai qu'on a vécu des moments de stress intenses, je peux dire. Et jusqu'à présent, peut-être on est dans le stress du manque d'informations qu'on essaie de gérer. Mais comme elle a dit, il fallait à chaque fois euh, gérer selon la personne qui est présente devant nous. Parce que malgré le stress, on ne peut pas avoir la même attitude en réunion de CME que devant le personnel. Parce que le personnel médical était vu comme responsable en tant que tel devant le personnel paramédical, en se disant que peut-être nous, on n'a pas de soucis, eux, ils ont plus de soucis. Donc, il fallait tout le temps avoir l'attitude, comme elle a dit, d'essayer de rassurer le personnel. Mais quand on est en CM ou bien quand on est au ministère, c'est une autre attitude. Mais dans tous les cas, il fallait gérer ses émotions pour pouvoir prendre la bonne décision. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas accepté tout ce qui a été dit par le ministère au début.
parce que malgré nos stress, malgré le contexte assez difficile, pour la plupart, on a pu prendre des bonnes décisions parce que toutes les craintes qu'on avait par rapport aux prestataires, par rapport aux autres, il y a eu de bonnes décisions qui font que les gens n'ont pas été aussi impactés qu'ils le craignaient côté ressources humaines, surtout les prestataires. Donc, je me dis que on a su gérer le stress parce que on a évité certaines catastrophes avec la fermeture, genre que le personnel soit vraiment impacté grave. Ce que je dis n'élimine en rien le fait qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs. Mais je pense qu'on a pu passer le cap et que le bâtiment a vu le jour et que ça évolue. Parce que tout ça, c'était des craintes. Peut-être qu'on se disait que 2 ans après, même la démolition n'allait pas être faite, tout ça. Donc, comme vous dites, c'est un peu délicat de partager sur tout ça. Donc, je remercie tous les organisateurs de ce forum parce que c'est très vivant et je pense que c'est la meilleure manière de se former. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Merci beaucoup, docteur Aimé. Elle a joué aussi un rôle considérable dans dans les échanges avec le ministère, avec la présidence, aux côtés du président de la CME, le professeur Elisabeth. Je sais pas, il y a professeur Aïda Badian. Je sais pas si Oui, vous pouvez prendre la parole. bonjour, professeur Alimatou, bonjour à tous. Oui, c'est Bonjour. vrai que ce témoignage de professeur Elisabeth nous replonge dans un stress intense. Moi, je l'ai vécu, je dirais, très mal parce que je faisais office de chef de service sans vraiment être chef de service. Donc, tout le monde venait vers moi pour que je prenne des décisions alors que ce n'était pas à moi de les prendre. C'était très compliqué. Je pouvais prendre des décisions qui après pouvaient être changées. C'était vraiment très stressant. Vraiment, ça me replonge dans un stress intense. Merci. Euh, Merci beaucoup, professeur Aïda. Donc, Maïmouna, aujourd'hui, on a abordé une thématique un peu lourde, hein. C'est vraiment chargé de beaucoup d'émotions. Professeur Ibnou Dem. Merci beaucoup, professeur Ali Matou. Bonjour à tout le monde. Alors moi, je remercie vraiment tout le monde, professeur Ali Matou, coach Maïmouna et professeur Elisabeth, notre maître. Je remercie toute la communauté. Moi, je n'étais pas à l'hôpital de Dantec à ce moment, mais nous savons tous que dans le CHU, de façon générale, l'hôpital de Dantec représente quand même quelque chose pour tous les Sénégalais qui ont fait leur médecine et même les non-Sénégalais qui ont eu à faire leur formation. Et moi, ce qui m'a marqué dans cet événement, c'était l'année où je devais préparer le concours d'agrégation de médecine. Et vous savez, les années de concours, les candidats se préparent dans les hôpitaux. Et nous, on avait le service de pédiatrie qui a une partie à Albert-Royer, hôpital de Fannes, et une partie à l'hôpital de Dantec. Et à partir de ce moment, l'hôpital devait être fermé. Et donc, moi, la question que je me posais, mais comment devenir ces candidats au concours qui devaient continuer leur préparation? Et pour moi, l'hôpital de Dantec, c'est un patrimoine. Moi, j'étais tellement attachée à cet hôpital et j'avais même envie d'aller prendre des photos, prendre des souvenirs. Et il y avait le concours qui était là, les programmes, c'était très difficile. Honnêtement, moi, de loin, j'ai partagé le stress de tout ce qui était à Le Dantec, mais je n'étais pas à Le Dantec. Vraiment, c'est, comme l'a dit le docteur Aimé, c'est une question très délicate. Et j'espère que bientôt, l'hôpital Le Dantec reverra le jour, vraiment avec tous les services que le personnel avait voulu et dans les meilleures conditions. En tout cas, merci infiniment à tout le monde. Félicitations à l'équipe de professeur Alimat. Merci beaucoup, professeur Ibnou. Professeur Elisabeth, je sais pas si il n'y a pas eu de questions, hein, globalement. Je pense que c'est plus aujourd'hui des contributions. Ah, professeur Sika Dossim du Togo. Votre micro est fermé, professeur. Sorry, bonjour à tout le monde, bonjour professeur. Désolée, hein, je suis en pleine formation sur les urgences. Donc, je vous écoute et je me retrouve il y a de cela. Ok, I'm coming. Je vous écoute et ça me ramène peut-être 4 ans en arrière quand j'ai dû prendre la lourde décision parce que je devais passer l'agrégation et pour pouvoir avoir un poste d'agrégation, on me proposait
soit le nord du pays ou soit il n'y avait pas de poste. Donc, il fallait choisir de laisser sa vie, puisque je suis née dans la ville, à la capitale, j'ai grandi, bon, c'est vrai, je suis passée à Dakar faire mes études, mais j'ai toute ma vie à Lomé et il fallait repartir sur Cara, refaire sa vie. Et franchement, c'était un facteur de stress. Déjà, oui, se décider à passer l'agrégation, c'était déjà un stress énorme. Et voilà, maintenant, décider aussi après l'agrégation de déménager. Donc, tout ce que vous dites, je m'y retrouve en fait. Je m'y retrouve. Donc, il a fallu, oui, accepter ça et revenir dès le retour de l'agrégation. Maintenant, voilà, la petite devait passer son examen. Il fallait gérer, en même temps prendre fonction. Donc, au final, et refaire sa vie là-bas, et faire louer, c'est-à-dire, je connaissais pas la ville. Je connaissais pas du tout la ville, donc il fallait aller là-bas, prendre fonction, trouver un logement, refaire. Bon, bref, vous comprenez quoi. Donc, oui, je me retrouve dans tout ce que vous dites. Et c'est ces facteurs de stress, aussi bien personnel que familial. Et on se dit oui, qu'on a envie de travailler, on a envie d'aller de l'avant, mais il faut être focalisé sur sur les objectifs et peut-être penser au nécessaire, au judicieux avant de mettre en avant ses propres objectifs personnels. Donc, franchement, ce stress, je l'ai vécu, je le vis toujours parce que malgré que je sois à Cara, il faut que je descende chaque 2 semaines à Lomé et il y a plein d'activités à Lomé, donc faire les allers-retours. Franchement, je pense que je suis toujours sous stress. Donc voilà un peu en fait mon témoignage, le temps de repartir à la formation vu qu'on m'appelle. Bon, donc espérer, je suivrai après l'enregistrement. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, professeur Sika. J'espère que vous reviendrez à une autre session, nous partager votre expérience à Cara. En tout cas, on sera très heureux de vous accueillir. Bonjour à professeur Salou, professeur Mireille, tous les maîtres du Togo. D'accord, Merci. il n'y a pas de souci, je reviendrai. Ça, soyez-en sûrs. Merci. J'ai vu Zakaria, non, j'ai du mal à prononcer. Bouraïma, vous voulez dire Oui, quelque chose? bonsoir Zakaria, pour ce... Oui, oui, le nom c'est Zakaria Bouraïma. Zakaria ou Bouraïma, Oui. Zakaria. Merci à notre cher maître pour la présentation. Ça a été vraiment très émouvant. On sent un peu le choc que les gens ont vécu pendant ce temps de localisation. Et ma préoccupation, c'était pour voir, est-ce que les dispositions n'étaient pas prises par la tutelle en matière de soutien psychosocial ou au niveau des infrastructures? Et on n'avait pas déjà prévu des infrastructures pour que le déménagement soit facile. On sent qu'à un moment, il y a eu vraiment une tension entre les prestataires et la tutelle. Les dispositions n'étaient pas prises pour faciliter la délocalisation. Merci. Merci beaucoup, Bouraïma. Je pense que c'est une très belle question. Professeur Elisabeth, je vous laisse répondre. Oui, merci, Bouraïma. Bon, oui, je pense que vous l'avez constaté, hein, rien n'a été préparé, hein. Les infrastructures n'ont pas été préparées parce que dans un premier temps, on nous avait dit que l'hôpital va être construit sur une partie, sur la moitié du terrain. Et que donc les services qui étaient dans l'autre moitié vont rester et les autres services vont être hébergés là-bas. Donc l'activité devait continuer pendant les travaux. Mais après, donc, on est venu nous dire que voilà, si on reste là-bas, il n'y a pas la sécurité, ce ne sera pas possible. Et donc, finalement, il fallait déménager toutes les activités de l'hôpital. Donc là, aucune infrastructure n'a été préparée. Aucune, mais vraiment aucune. Il fallait maintenant aller voir les structures, les hôpitaux qui ont déjà des problèmes, hein, pour aller là-bas, hein, les fatiguer. Et oui, parce qu'il y a des hôpitaux qui ont refusé de prendre des services, hein. Ils avaient assez de problèmes et le personnel et tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on nous a dit, ben, une partie du service va aller à la banlieue là-bas, dans le Diam, une partie va aller là-bas, au bout là-bas, à Diamniadio, à des centaines de kilomètres. Non, non, rien n'a été préparé. Vraiment, c'est comme ça que nous sommes partis. Bon, moi qui vous parle jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de service. Je suis dans un hôpital où on m'a juste prêté des bureaux.
Et le directeur de l'hôpital où on est venu, il avait dit qu'il n'a pas besoin de personnel ni médical, ni paramédical, ni personnel administratif. Et le personnel paramédical et médical qui vient là-bas, il les a convoqués pour leur dire, vous pouvez travailler, mais bon, on vous donnera rien du tout. Voilà. Donc, vous comprenez. Mais je pense que, comme vous dites, il y a eu des fortunes diverses. Nous, on a eu peut-être un peu plus de chance. Moi, ici, au niveau de Abbas Ndao, parce que le laboratoire de bactériaux, c'était plusieurs unités. Notre unité, on a joué sur le fait que c'était le laboratoire de référence du VIH et qu'on ne devait pas arrêter les activités. Donc, nous, on a eu la chance d'être venus en entier. Mais sinon, on a éclaté toutes les équipes. Toutes les équipes ont été éclatées. Et comme le dit le professeur, il y a eu des hôpitaux où le personnel n'a pas vraiment été gentil. Hein. Ils n'ont pas voulu accueillir le personnel. Je pense que votre question, Bouraïma, est très importante. Je pense qu'on a tous besoin de soutien psychologique encore aujourd'hui. Peut-être que c'est pour ça que maintenant je parle beaucoup. J'étais déjà bavarde, hein. Mais je crois que tout ça là nous a tellement traumatisé que voilà. Mais rien n'était préparé, rien du tout. J'ai vu docteur Maria Mandiaye qui avait levé la main. Mariama, votre micro est fermé. Bonsoir à tous. Bonsoir, professeur Alimatou. Bonsoir, bonsoir Mariama. Merci beaucoup au professeur Elisabeth pour ce partage. Je voulais juste ajouter quelques petites choses. Dantec, dans son cadre, était déjà stressant avant ce transfert et on arrivait très souvent à changer toutes ces difficultés en challenge pour pouvoir évoluer et travailler au quotidien. Moi, à la période je pense, je dirais heureusement parce que ça aurait été un stress supplémentaire. J'avais déjà quitté l'hôpital avant l'éclatement, avant le déménagement, mais rien que dans son fonctionnement au quotidien, c'était difficile. Il fallait batailler pour plein de choses. Et le professeur Elisabeth a parlé du stress aussi bien dans la gestion du personnel, mais j'imagine au combien ça devait être encore plus stressant par rapport à l'équipement médical. Où les mettre, qu'est-ce que ça va devenir, en sachant que peut-être tout ne peut pas être transféré dans les structures d'accueil. Donc, rien que d'y penser, j'imagine ô combien, comment ça a dû être difficile et les périodes par lesquelles vous êtes passé. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, docteur Mariama. Merci d'être avec nous. Vous étiez aussi dans un service difficile, la cancérologie. Oui, beaucoup de stress au quotidien. Non, mais c'est vrai, hein, je pense que, voilà. Mais juste pour rajouter à ce que vous venez de dire, un professeur a dit qu'il a fallu qu'elle loue un camion pour déplacer du matériel. Ça a été la même chose. Non, ça a été, n'ose pas dire horrible, mais ça a été extrêmement difficile. Je vois qu'il y a, je ne sais pas si c'est docteur, professeur Sidi Mohamed. Non, je pensais à Sidi Mohamed Sek. Mais à Sidi Mohamed Fall. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Non. Sinon, Maïmouna, je ne sais pas, on va peut-être, il est déjà 13h55. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, est-ce qu'on te projette tes diapositives? Une session un Oui, peu lourde aujourd'hui. oui, de toute façon, moi, je veux d'abord vraiment rendre hommage, hein, parce que si cet hôpital est aussi connu et a eu à ce nom-là, enfin, a toujours évoqué comme un hôpital très prestigieux, c'est grâce à ses professeurs. Hein, parce que, comme on dit, ce sont pas les bâtiments hein, qui font le prestige, c'est les gens qui y travaillent. Donc, non seulement grâce aux professeurs, mais à toutes les équipes qui ont travaillé là-bas. Et donc voilà. Et se dire qu'en plus de tout ce que vous avez eu à faire pour le pays, vous avez été plus ou moins dans des situations pareilles, hein, ça fait réfléchir quand même. Donc vraiment, je tenais quand même à vous rendre hommage parce que
Voilà, on sait tous tout le travail extraordinaire que vous avez eu à abattre dans cet hôpital. Et comme le disait le professeur Ali Matous, je pense que c'est un des métiers les plus stressants, hein. Surtout les métiers de réanimation, anesthésiste. Moi, je me demande toujours comment les gens arrivent à faire ce genre de métier. Donc vous êtes vraiment les maîtres du stress. C'est de gérer. Je sais de Bien. gérer le stress. En tout cas, merci beaucoup à professeur Elisabeth. Il fallait du cran pour faire cette présentation. Euh, Ça n'a pas été facile. C'est toujours pas facile, comme elle le dit. Elle n'est pas seule. Il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, certains sont chez eux, hein, carrément. Voilà, c'est très compliqué. On espère que très vite, que cet hôpital va rouvrir ses portes et que ce que nous savons faire en termes d'activité, en termes d'enseignement et de recherche, ben, qu'on pourra y retourner pour le faire. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Je sais que je vous ai embêté avec Oh, ça. c'est avec Voilà, plaisir. merci beaucoup. C'est avec Euh, beaucoup de plaisir, hein, que j'ai fait. Voilà. je, je Ça sais. m'a, ça m'a replongé dans mon stress, hein. Mais ne vous en faites pas, hein, coach Maïmouna. Moi, je suis d'habitude très calme. Je suis d'habitude très calme dans le service parce que je me dis que bon, soit tu peux faire quelque chose, tu le fais, soit tu ne peux pas, et voilà. Et comme l'a dit Mariama, on était en situation de stress tous les jours parce qu'il y a toujours des difficultés, il manquait toujours quelque chose, voilà. Mais on arrive vraiment à gérer. Là, ce que je ne peux pas gérer, c'est cette situation d'injustice, voilà, qui se passe parce que je me dis que c'est injuste, c'est inadmissible juste parce que, voilà, on nous donne pas les moyens pour travailler et on nous demande des résultats. Mais sinon, vraiment, toutes les situations on vivait à l'hôpital, si on n'arrivait pas à gérer notre stress, ce serait vraiment catastrophique pour les malades. Absolument. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir invité à cette plateforme. J'ai beaucoup appris, hein, vraiment, je le dis, et je continuerai à apprendre avec les prochaines sessions qui vont venir. Merci beaucoup à toute Merci, l'équipe. merci beaucoup, professeur. Je crois que c'est une façon aussi de nous soigner, hein, le fait de parler de nos problèmes. Voilà, c'est aussi ça, cette plateforme. Je pense qu'en le fait de la parole libère, peut-être qu'il y a des, comme disait professeur Fatsamba, il y a des choses, c'est peut-être à écho, on trouve l'occasion d'en parler. Parce que voilà, des fois, c'est très profond. En tout cas, merci beaucoup. Maïmouna, il est 14 heures. On va te donner maintenant la parole pour que, Oui, voilà, tu reviennes sur le volet plus didactique de comment est-ce qu'il faut, voilà, c'est quoi la gestion du stress. Merci beaucoup. Seydina, peut-être tu peux partager les slides. oui, merci, professeur Ali Matou. Et donc, on va aller sur les slides pour continuer la partie plus théorique. Slide suivant, s'il te plaît. Slide suivant. Donc, nous allons aborder la gestion du stress en parlant d'abord des éléments déclencheurs, les symptômes, la prévention et aussi comment faire face au stress. Alors, nous allons aborder ici le stress de façon générale, hein, puisque c'est vrai que si on est stressé, même si c'est pas dans le domaine professionnel, mais qu'on est stressé dans d'autres domaines de la vie, en général, ça va avoir aussi un impact sur notre vie professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré voilà, l'aborder de façon très générale. Alors, d'abord, par rapport aux éléments déclencheurs de stress, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux au stress. C'est-à-dire, il y a des personnalités qui vont être beaucoup plus sensibles au stress que d'autres. Par exemple, le perfectionniste. Alors, le perfectionniste, en général, ce sont les personnes qui veulent que tout soit parfait. Or, nous savons que nous sommes dans un monde où la perfection n'existe pas. Donc, ils vont se mettre énormément de pression et cette pression va générer beaucoup de stress. Il y a aussi les gens hyperactifs qui ont tout le temps besoin d'être tout le temps en activité et qui ne se reposent jamais. Il y a les anxieux.
Ce sont les personnes qui ont toujours tendance à voir le danger partout et comment je peux dire, amplifier, hein, amplifier le danger, le risque. Donc, eux aussi vont être toujours dans des situations de stress, mais souvent, ça va être un stress enfin, un danger imaginaire. Il y a aussi les personnes hypersensibles. Donc, l'hypersensible, c'est souvent des personnes qui prennent pas de recul par rapport aux choses, hein, qui vont vivre les choses au premier degré. Et donc, ça, là aussi, sont des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles au stress que les autres. Donc, déjà, il y a nos personnalités. Et c'est pour ça que, on l'avait dit tout à fait au début des cours, la connaissance de soi est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand on prend le temps de s'étudier, hein, et d'observer ses comportements, on va savoir un peu où est-ce qu'on se situe. Et en fonction de ça, par exemple, si on sait qu'on a une tendance à être anxieux, eh ben, on va essayer de travailler sur soi, ce côté-là, hein, en sachant que, bon, voilà, on a tendance en général à voir le danger, à amplifier, hein, et donc il faut qu'on travaille sur soi pour avoir donc un dialogue avec soi-même beaucoup plus réaliste. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi ce qu'on appelle nos modes de fonctionnement. Alors, il faut savoir que nous créons aussi souvent une partie de nos problèmes par des modes de fonctionnement dysfonctionnels. Et c'est ce qu'on appelle souvent en coaching les schémas répétitifs, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, un exemple, on va essayer de trouver un exemple très simple, hein. Supposons, voilà, on va parler des finances. Hein. Supposons quelqu'un qui a toujours des problèmes à gérer ses fins du mois. Et bien entendu, s'il a des problèmes à gérer ses fins du mois, on peut supposer que tout cela va le stresser. Alors, si ça arrive que de temps en temps, on peut se dire, bon, on a des cas de force majeure, on peut avoir quelqu'un qui est malade, qu'il faut soigner, etc. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si chaque mois, on a des problèmes à gérer ses finances et qu'on est tous les mois au rouge, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre mode de fonctionnement avec l'argent. C'est-à-dire soit peut-être qu'on dépense plus que ce que l'on gagne. Donc là, il faut revoir nos habitudes, il faut revoir nos pratiques. Vous voyez? Donc il y a certains modes de fonctionnement qui sont dysfonctionnels et qui vont générer des problèmes. Hein. C'est comme les gens qui se marient 4, 5 fois, 6 fois. Au bout d'un moment, il faut savoir que probablement, eh ben, on est dans des modes de fonctionnement dysfonctionnels parce qu'on on peut divorcer une fois, on peut divorcer 2 fois, mais si on divorce 3 fois, il faut se dire que on fait partie du problème probablement. Hein. Donc bon, on le dit avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même une chose assez sérieuse, hein, parce qu'on voit voilà des personnes qui sont toujours dans les mêmes problèmes, parce qu'en fait, ils génèrent eux-mêmes leurs problèmes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi les éléments qui sont liés au contexte. Et donc là, justement, on a eu un très, très bel exemple avec l'hôpital Dantec qui ne dépendent pas de vous, hein, mais qui dépendent de l'environnement extérieur. Hein. Donc, ça peut être la charge de travail, des problèmes non résolus, des situations conflictuelles, des urgences. Et donc là, il faut arriver à faire face, hein, à gérer ces problèmes qui ne dépendent pas directement de vous, mais plutôt du monde extérieur. Diapo suivante. Alors, de façon générale, les facteurs de stress les plus fréquents, alors déjà quand les besoins primaires ne sont pas satisfaits, hein, ça c'est évident, si on n'a pas de quoi manger, si on n'a pas où dormir, etc., on se retrouve dans une situation de stress. La perte, à chaque fois qu'il y a perte, il faut savoir que la perte s'accompagne toujours de stress. Et en fait, moi, dans le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, parce que le fait, quand on déménage, il faut savoir que quelque part, c'est aussi une perte. Hein. Quand on déménage, et en plus, quand on déménage sans proposer autre chose à la place, hein, on se retrouve, on a comme l'impression d'avoir perdu un peu son emploi. Donc, c'est là aussi, il faut un accompagnement, et c'est pour ça, c'est très important dans certaines situations, il faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner, parce que parfois, on peut atteindre des niveaux de stress qui peuvent même nous mettre en danger. Hein. Donc, les pertes, les séparations, les décès, les pertes d'emploi, etc. L'éloignement entre le soi réel et le soi idéal. Donc là aussi, c'est important de savoir parce que, en général, l'être humain
a toujours tendance, enfin a souvent tendance, il y a peut-être des exceptions, hein, mais a souvent tendance à se projeter. Hein. Donc, comment est-ce qu'il aimerait être? Et il y a donc ce qu'on est vraiment à l'instant T et ce qu'on aurait souhaité être. Et en fait, quand l'écart devient très très grand, ça peut générer de la frustration, hein, puisqu'on n'est pas la personne qu'on aurait souhaité être. Et en ce moment-là aussi, ça peut générer une certaine forme d'irritabilité, de frustration, de colère. Et vous savez que les émotions négatives, en général, génèrent à la longue du stress. Les relations difficiles et tendues avec les autres, le rythme de vie accéléré. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a des modes de vie où on a l'impression de tout le temps devoir gérer des urgences. Et on ne s'en rend pas compte, mais tout cela génère aussi beaucoup de stress. L'environnement extérieur, hein, quand on prend déjà le cas de Dakar, on est quand même dans un environnement très agressif, hein, la circulation, le bruit, donc on ne s'en rend pas compte, mais tout ça aussi, ça joue beaucoup et ce sont aussi des facteurs de stress. Diapo suivante. Alors là, on va parler des symptômes. Et c'est important de connaître les symptômes, déjà pour soi-même, hein, mais aussi quand on gère des êtres humains, quand on gère des équipes, important de reconnaître les symptômes quand les personnes commencent à être stressées. Alors d'abord, il y a des symptômes physiques, hein, souvent des douleurs, des troubles du sommeil, de l'appétit, de la digestion, des sensations d'oppression. Il y a les symptômes émotionnels, sensibilité et nervosité accrue, irritation, colère, angoisse, sensation de mal-être. Donc c'est très important, encore une fois, hein, de bien de vous connaître et de suivre aussi les réactions émotionnelles que vous avez. Quand vous commencez à sentir que vous êtes de plus en plus irritable, de plus en plus nerveux, hein, très souvent, ce sont aussi des signes, hein, que là, vous êtes dans une situation quand même de stress. Les symptômes intellectuels, perturbation de la concentration, difficulté à prendre des initiatives ou des décisions. Et puis les symptômes comportementaux, donc ça peut s'accompagner des addictions, hein, et aussi de comportements violents et agressifs. Donc voilà, il faut être alerte, c'est-à-dire il faut toujours déjà commencer par soi-même, hein, regarder comment est-ce qu'on évolue soi-même, et aussi au niveau de son entourage, hein, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau de la famille. Hein. C'est toujours important de regarder quand les gens changent profondément dans un temps assez rapide. Là, il faut toujours se poser des questions, parce que souvent, ce sont des signaux qui vous disent attention, voilà, la personne est probablement dans une situation de stress intense. Et en fait, moi, j'aime bien toujours prendre la corde. Hein. C'est comme quand vous avez l'image de la corde. Donc, c'est comme quand on a une corde, hein, et qu'on commence à tirer sur la corde, tirer, tirer. Il faut faire attention à ce que la corde ne se rompe pas. Hein. Donc, il faut se connaître soi-même parce qu'on n'est pas tous pareils. Hein. Il y a des gens qui peuvent supporter des charges beaucoup plus intenses que d'autres. Et quand vous sentez que là, vous sentez qu'il commence à y avoir une rupture, en ce moment-là, il faut relâcher la pression, aller prendre des vacances. Il faut savoir ce qui peut vous recharger, en fait, hein, et essayer vraiment de sortir de cette spirale stressante. Alors, prévenir le stress au niveau individuel. Alors déjà, et bon, j'en profite, hein, puisque on est dans le milieu de la santé, là. Moi, je trouve que dans le milieu de la santé, on parle beaucoup des maladies, hein, on parle beaucoup des maladies, mais on ne parle pas suffisamment de prévenir la maladie par une certaine hygiène de vie. Hein. Je pense qu'on devrait encore faire beaucoup plus de sensibilisation par rapport à ça. Parce que tout le monde le sait, hein, je pense que la majorité des gens le savent, mais quand on regarde comment les gens vivent, on se rend compte quand même que dans les pratiques au quotidien, très souvent, on n'est pas dans des bonnes hygiènes de vie. Hein. L'hygiène de vie, donc c'est ça, l'alimentation saine, des activités physiques régulières, hein, j'insiste sur le mot régulière, on a tendance à être souvent dans des modes de vie très sédentaires, dans la voiture, et puis quand on sort de la voiture, dans le bureau, etc. Et finalement, on sait qu'on se fait du mal, hein, qu'on fait du tort à notre corps. Les loisirs aussi, hein, l'humour, rire aussi, ça fait beaucoup de bien, ça permet de se détendre. Le repos,
Et là aussi, il faut se connaître. Il y a des gens qui ont besoin de 5 heures de sommeil et ils sont en forme. Il y en a d'autres qui ont besoin de 8 heures. Mais l'important, c'est de se connaître et de savoir ce dont on a besoin pour être efficace. Donc, vraiment tenir compte de ses besoins. Donc, l'hygiène de vie, vraiment, c'est la première chose. Hein. Et ne vous étonnez pas parce que en général, on ne tombe pas malade comme ça brusquement, boum. Souvent, c'est parce que on est dans des pratiques où on agresse notre corps, hein, qu'au bout d'un moment, effectivement, notre corps perd son équilibre et la maladie se déclenche. Donc, c'est vraiment, je tiens beaucoup, hein, à insister sur l'hygiène de vie. Alimenter un dialogue bienveillant avec soi-même. Donc là aussi, c'est très important parce que on est très souvent de par notre, je pense déjà, l'éducation qu'on reçoit, l'éducation scolaire aussi, hein, on regarde toujours ce qui ne va pas. Les gens ont tendance à être très, très critiques envers eux-mêmes. Hein. Dès qu'il y a une petite erreur, on est là à ressaser ce qui n'a pas marché, etc. Alors qu'il y a plein de choses qu'on fait très bien. Donc, soyons beaucoup plus bienveillants avec soi-même, apprenons à être voilà, dans la bienveillance vis-à-vis des autres, mais surtout déjà en commençant par nous-mêmes. Se fixer des objectifs SMART et agir pour les atteindre dans tous les domaines, que ce soit professionnel, financier, relationnel, toujours dans ce qu'on avait dit, hein, pour tendre à se conformer à notre soi idéal. C'est-à-dire que quand on n'est pas satisfait d'une situation, nous en tant que coach, hein, quand on entend souvent les gens nous dire, quand on leur demande est-ce que vous êtes satisfait de votre situation professionnelle, il y a beaucoup de gens qui nous disent non. Alors on leur demande est-ce que vous avez mis une stratégie en place pour essayer d'améliorer votre situation professionnelle. Alors les gens ils nous disent non. Donc vous voyez, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, rien ne changera. Et aussi, il ne faut pas non plus être trop dans la victimisation, hein, en disant toujours oui, mais c'est le chef qui doit faire en sorte que j'avance, c'est à la structure de me proposer des plans, etc. Non, il faut savoir que il se peut effectivement que votre chef vous propose des postes, etc. Mais si il n'y en a pas, le chef ne pourra jamais vous proposer une chose qui ne répond pas à un besoin. Donc, en ce moment-là, vous-même aussi, vous devez toujours essayer de réfléchir à comment prendre votre vie en main et comment élargir le champ des possibilités. Si dans votre structure, à un moment donné, vous pensez avoir atteint le plafond, eh ben, n'hésitez pas à aller explorer d'autres domaines, d'autres structures. Hein, ne vous limitez pas. Mais l'important, c'est d'être dans l'action. Parce que c'est quand on est dans un sentiment d'impuissance, quand on a l'impression qu'on n'a pas la vie que l'on souhaite et qu'on n'est pas en mesure de travailler pour changer les choses, alors ça génère en général de l'anxiété, ça génère du stress, ça génère de la frustration. Alors, prendre du recul face aux événements. Ne pas se laisser subjuguer par le monde extérieur. Alors là, je vais partager avec vous une petite histoire qui est pleine d'humour, mais qui, pour moi, était vraiment une leçon de vie aussi. Alors, c'était lors d'un voyage. On devait voyager sur le vol Air Sénégal. Et bien entendu, bon, enfin, comme ça arrive, enfin, peut-être plus maintenant, mais à une certaine époque, comme ça arrivait souvent, il y avait des problèmes. Et on nous a dit que finalement, le vol a été retardé sans nous donner plus d'informations, on ne savait pas le nombre d'heures, etc. Et les gens, une grande majorité des personnes qui étaient là, ont commencé à s'énerver, à crier, voilà. Et il y avait donc un de nos frères ivoiriens, parce que ce sont souvent les Ivoiriens en général, hein, qui ont beaucoup d'humour, qui dit de façon, avec beaucoup d'humour, il dit, mais vous là, vous êtes le pays de Inch'Allah. Donc maintenant, il faut pratiquer le Inch'Allah. Et bon, c'est vrai que c'était marrant, mais quand même, quand on regarde, hein, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que dans la vie, il y a une partie qu'on maîtrise et il y a toujours une partie de mystère, hein, qui n'est pas de notre domaine, qui est du domaine du divin. Donc, c'est de toujours relativiser, hein, de voir jusqu'à où on peut aller, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petit niveau, tout en sachant qu'il y a aussi des situations où, voilà, c'est comme ça et on accepte. Diapo suivante. Alors, prévenir. Non, diapo antérieure, on est allé un peu trop vite là.
On était toujours sur prévenir le stress. Donc, si je peux avoir la diapo avant. Voilà, merci. Alors, prévenir le stress au niveau de vos équipes. Donc, surtout, c'est ça, hein, quand on est chef de service, et professeur Elisabeth Diouf l'a très bien expliqué, hein, on essaye surtout de protéger déjà son personnel, hein, du stress et du surmenage, quitte à prendre sur soi et après aller vider son sac ailleurs, hein, comme elle a très très bien expliqué. Mais on cherche à protéger son personnel. Donc ne pas décompenser son propre stress sur le personnel qu'on gère. Donc vous devez gérer votre stress et peut-être après vous pouvez aller faire de la boxe ou bon, je sais pas quel type de sport, mais voilà, pour voir comment vous pouvez décompenser votre colère, parce que bon, c'est vrai qu'il faut évacuer aussi, hein. Donc, créer un environnement de travail sain aussi. Donc, c'est d'avoir un espace de travail convivial avec des moments de détente, d'humour, si possible aussi une salle de relaxation. Diapo suivante. Alors, quand vous êtes déjà bien ancré dans une situation de stress, donc comment faire face au stress? Donc, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître que vous êtes stressé. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dans le déni, hein, qui font semblant que non, tout va bien, alors que ça va pas. Donc, reconnaître que vous êtes stressé, identifier vos sources de stress et essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de votre stress et chercher des solutions. Ensuite, par rapport à la pression, essayez de gérer au maximum la pression en hiérarchisant vos priorités. Donc, déléguer, hein, surtout n'hésitez pas quand vous avez trop de pression, trop de travail, etc. Donc, déléguer et planifier les activités, hiérarchiser vos priorités. Et quand vous avez vraiment le sentiment d'être dépassé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Donc, soit ça peut être l'aide d'un professionnel, mais ça peut être aussi aller voir des personnes ressources, des mentors, voilà, des personnes avec qui vous pouvez parler, qui peuvent vous conseiller, etc. Et déjà, le fait d'en parler, comme l'a dit tout à l'heure professeur Alimatou, ça fait déjà beaucoup de bien. Diapo suivante. Alors surtout, donc quelques recommandations aussi, hein. Après, il faut savoir que chaque personne est différente, donc ce qui peut marcher pour une personne peut ne pas marcher pour une autre, hein. Les recommandations, alors il y a la méditation qui souvent peut faire beaucoup de bien quand on est stressé. Alors quand on parle de méditation, ça ne veut pas dire forcément qu'on a les jambes croisées, qu'on est assis mais c'est surtout le fait de se replier un peu à l'intérieur de soi, de se couper du monde et voilà, d'être vraiment de rentrer à l'intérieur d'un endroit très calme au fond de soi-même. C'est un peu ça. Hein. Après, il y a des techniques de respiration aussi, parce que la respiration aussi joue un très grand rôle. Donc, on peut respirer d'une certaine façon qui va nous amener à un certain apaisement. Il y a les loisirs, le rire, l'humour. Il y a certaines personnes qui sont très sensibles à la musique, hein, à la musique, la danse, etc. Le calme, le silence. Donc voilà, chacun doit se connaître et avoir sa petite recette, hein, qui lui permet d'essayer de diminuer son stress. Diapo suivante. Donc surtout, ce qu'il faut éviter, comme on l'a dit, c'est le déni, c'est-à-dire faire semblant que tout va bien alors que au fil du temps, vous allez de plus en plus mal. Parce qu'il faut savoir que comme la corde, hein, souvent il y a un point de rupture et quand on atteint le point de rupture, après ça peut être très très compliqué. Hein. Parce qu'il y a des gens, voilà, quand on parle de point de rupture, à un moment donné, ça peut même affecter la santé mentale. Et quand la santé mentale est vraiment affectée, ça peut être très compliqué de retrouver la santé mentale, comme la santé physique, hein. Donc, il faut faire très attention. Éviter aussi, bien sûr, dans la mesure du possible, hein, la prise de tranquillisants ou bien d'autres types de stimulants, hein, pour oublier le stress, parce qu'après, vous risquez de devenir addict et de devoir chaque fois prendre des doses de plus en plus fortes. Se replier sur soi aussi. Hein. Bon, souvent, les gens qui sont dans un mal-être ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et plus on se replie sur soi-même, en général, c'est une spirale. Hein. Plus les risques de rentrer dans des états dépressifs est grand. Donc, voilà, c'est vraiment de faire attention à soi quand on est dans une situation de stress. Voilà, diapo suivante. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, je redonne maintenant la parole à professeur Alimatou. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna, encore une fois, pour
ce cours magistral sur le stress, les situations qui vont amener le stress, les différents types de personnalités font qu'on réagit différemment. Euh, les, tu as aussi donné beaucoup d'éléments, je pense, qui vont nous servir hein, à prévenir le stress. Ensuite, comment faire face au stress et surtout ce qu'il faut éviter, le déni et se replier soi-même. Tout à l'heure, quand tu as parlé des différents types de personnalités, j'ai vu des gens m'indexer du doigt, mais ça, on va le régler tout à l'heure quand tu as parlé d'hyperactif. Oui, je pense que oui, certainement, je dois avoir, peut-être que c'est ma façon d'exprimer aussi mon stress qui fait que je suis hyperactive. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir se catégoriser, de savoir où est-ce qu'on est. Euh, parce que si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas de toutes les façons penser à aider les autres, ni à pouvoir se trouver soi-même des solutions. En tout cas, merci beaucoup. Je retiens qu'il faut de la bienveillance envers soi-même, c'est important, l'hygiène de vie. Je retiens aussi qu'il faut éviter de déverser son stress sur son personnel. Ça aussi, je le prends pour moi. Donc, je pense que tu as donné beaucoup de choses. Peut-être que chacun se reconnaîtra dans certaines d'entre elles. Bouraïma, vous avez la main levée. Vous voulez peut-être poser une question? Oui, oui, professeur. Bonsoir, Oui. professeur. Bonsoir à Madame Maïmouna pour la brillante présentation. Ça m'a tellement intéressé. J'attendais ce jour depuis là. Vraiment, une fois encore, félicitations. Mais j'ai trois questions. Ma première question, elle dit qu'elle est ingénieure chimiste, sauf si elle bien mal écouté. C'était pour voir quels sont les éléments qui l'ont amené à passer d'ingénieur chimiste en coaching, en développement personnel. Parce que je vois que c'est très passionnant et elle s'en sort très bien dans ça. La deuxième question, c'est comment faire la différence entre le stress et l'angoisse. Puisque dans cette présentation, elle a parlé de l'angoisse qui alimente le stress. Maintenant, comment faire la différence entre les deux notions? Et la troisième préoccupation, c'est par rapport à prévenir le stress au niveau individuel. Elle dit de ne pas se laisser subjuger par le monde extérieur. En pratique, comment l'on peut faire? Je pense que c'était mes trois préoccupations. Encore une fois, félicitations pour la brillante présentation. Merci beaucoup, Bouraïma. Maïmouna, je vais te laisser répondre déjà à ces questions avant qu'on ne donne la parole aux participants. Oui, Il y a des... merci beaucoup hein, pour tout ce que vous avez dit. Hein, merci. Alors, je vais commencer. Vous avez demandé comment je suis ingénieur chimiste devenu coach en développement. Alors, j'avais un peu expliqué ça au début, mais je vais expliquer à nouveau. En fait, j'étais ingénieur chimiste et j'ai fait mes études au Brésil. Et quand je suis rentrée, donc je cherchais du travail et je suis allée à l'Institut Pasteur. Et à cette époque-là, c'est vrai que on était un peu, enfin, il y avait pas de formation de qualité. Donc, enfin, non, il n'y avait pas de formation en qualité. Faut pas qu'on mélange. Et on m'a demandé donc si j'étais prête à me former, donc faire des petites formations en France, et qu'on allait me confier pour que je puisse être en fait la responsable qualité. À l'époque, c'était du laboratoire hygiène et sécurité alimentaire de l'Institut. J'ai dit OK. Donc, je suis allée me former pour voilà, avoir certaines notions justement en management de la qualité. Et quand je suis quand je suis rentrée, donc voilà, j'ai assumé ce poste. Et puis bon, après ils ont élargi, donc je me suis occupée de l'ensemble des labos. Mais la qualité m'avait vraiment interpellée parce que je me disais quand on veut atteindre un certain niveau de qualité, donc dans les laboratoires, dans les entreprises même de façon générale, il faut développer aussi la qualité au niveau humain. Et c'est à partir de là que voilà, ma curiosité s'est développée.
et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches dans ce domaine. Et c'est ça qui m'a conduit au développement professionnel et personnel. Et je me suis formée justement pour pouvoir devenir coach. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui en train de faire des partages hein, en développement professionnel et personnel. Donc voilà pour la première question. Alors la deuxième question, c'était stress et angoisse. Alors en fait, comme on avait défini le stress, hein, c'est-à-dire que souvent quand on perçoit un danger, donc ça, ce qui nous amène à une angoisse, c'est là où on va avoir une réaction de stress pour que le corps, notre corps puisse faire face à ce danger. Mais le problème, c'est qu'il y a le danger réel et il y a le danger, je dirais, imaginaire. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple. Supposons que vous devez, par exemple, prendre la parole devant une cinquantaine de personnes et que vous n'êtes pas à l'aise, que vous l'avez jamais fait. Eh bien, vous pouvez vous sentir en danger et vous allez commencer à être stressé, à cogiter, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas de danger réel, hein, parce qu'au pire, vous allez peut-être, vous n'allez pas faire une prestation très, très relevée, mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez rester vivant, vous allez continuer à manger, vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas de véritable mise en danger. Mais c'est nous-mêmes qui allons nous projeter dans un danger quelque part imaginaire. Donc, c'est juste pour dire que l'angoisse est souvent aussi liée à la façon dont on va percevoir les événements. Et les personnes, justement, qui ont tendance à être qui ont un côté anxieux, ont souvent tendance à maximiser le danger, à voir du danger partout et à le projeter, alors que le danger n'est pas toujours réel. La troisième chose, prévenir le stress. Alors, je pense qu'on a, enfin, je sais pas, hein, peut-être si vous pouvez dire qu'est-ce qui vous intéresserait vraiment dans la prévention du stress, parce que comme on a déjà parlé de ça il y a quelques minutes, est-ce qu'il y a peut-être des points précis sur lesquels vous voulez qu'on revienne dans la prévention du stress? Oui, Vraiment, oui, oui. alors, au fait, ma question, c'était par rapport au point où c'était dit de ne pas se laisser subjuger par le Ah monde oui, extérieur. En ok. pratique, comment procéder? Oui, alors très bien. Alors moi, en fait, je peux peut-être que parler d'un peu de mon expérience, hein. Euh, je pense que on est dans un monde où il y aura toujours des problèmes parce que les problèmes font partie, je pense, de l'apprentissage de la vie, hein. Et voilà, on n'est pas dans un monde parfait, donc il y aura toujours dans ce monde des problèmes. Maintenant, si à chaque fois qu'il y a des problèmes, on le prend au premier degré, on se laisse complètement subjuguer par ces problèmes-là, je pense qu'à un certain moment, on risque de ne plus rien faire. Vous voyez? Je pense que c'est très important de comprendre que de toute façon, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Maintenant, on essaye de voir dans ce qui dépend de mon champ, ce qui dépend de mon champ d'action, ce qui dépend de moi, qu'est-ce que moi je peux faire à mon petit niveau. Voilà. Et j'essaye de faire du mieux que je peux avec ce que je possède. Maintenant, le résultat final de ce que j'ai fait, ça appartient au divin. Enfin, moi, j'appelle ça la part de Dieu. C'est-à-dire, là, je ne sais pas quel va être le résultat final parce que ça ne dépend pas que de moi. Mais ce que je sais, c'est que moi, à mon petit niveau, j'ai essayé de faire du mieux que je peux dans la situation précise. Donc, le fait d'avoir un petit peu cette façon-là de gérer les différents problèmes fait que on ne, on ne prend pas tout le problème, mais on essaye plutôt de vivre le problème de façon proactive. Bon, je ne sais pas si c'est clair, hein, mais voilà, voilà ce que je peux partager. Merci beaucoup, Maïmouna. On court derrière le temps. Ibrahima, je vais te donner la parole, mais pour une intervention courte.
Ibrahima Sarr, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, si tu peux poser une question courte et précise. Merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir, coach. Merci de votre brillante exposé. Vraiment, c'est passionnant. Bon, c'est juste pour parler un peu de le stress. La première question, vous devez être précis. La première question est de savoir si dans le stress, il y a que une partie qui est négative. Il n'y a pas que sur le positif. Et dans le stress, là, si on parle de stress, il y a toujours un facteur déclenchant. Non? Maintenant, cet facteur déclenchant-là ne peut pas, je ne sais pas, intervenir pour permettre à la personne de persévérer. Donc, vous avez ces deux questions. Les deux autres questions, c'est au niveau du cas. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Ibrahima. Maïmouna, je te laisse la parole. Oui, merci, Monsieur Sarr, pour ces belles questions. Oui, donc le stress, oui, comme on l'avait dit tout à fait au début, hein, on a dit que le stress est là pour nous protéger. Donc, à la base, le stress est bénéfique dans certaines situations. Comme on l'a dit tout à fait au début, par exemple, si vous voyez un voleur qui vient sur vous avec un couteau, le fait d'être stressé, c'est une très bonne chose parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir l'énergie suffisante, soit pour vous battre avec lui, bon, bien que je ne recommande pas de vous battre avec lui, mais plutôt de prendre la fuite. Hein. Donc, le stress, à la base, il est là pour nous protéger et c'est un mécanisme qui est là pour notre intérêt. Le problème, c'est quand on est stressé sur des très longues périodes. Parce que là, on va être tout le temps en sur-régime. Et c'est ça qui nous épuise à la longue. Et ça peut amener des altérations de comportement, des altérations au niveau mental, au niveau émotionnel, etc. Donc, c'est là où on doit faire attention. C'est sur les longues durées. La deuxième question, c'était est-ce que enfin, si j'ai bien compris, hein, est-ce que le stress ne nous incite pas à peut-être faire plus de choses, est-ce que c'est ça la question? Parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ibrahima, moi non plus, je crois que je ne l'ai pas noté. Ibrahima, allez-y. Vous pouvez revenir rapidement sur la deuxième question. Désolée. Oui, oui. J'ai dit que le stress ne peut pas être un facteur, un facteur pour que la personne puisse persévérer. Ah oui. Un facteur. Chose qui nous permet d'aller encore plus loin. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien ça, oui. Alors, oui, le stress dans certaines situations, moi, j'aime bien toujours prendre des cas concrets. Si on prend le cas du Covid. Pendant la période de Covid, je pense qu'il y a eu énormément, surtout dans le secteur dans le secteur de la santé, il y a énormément de gens qui ont travaillé en situation de stress pendant une période assez longue. Vous voyez? Et c'est le stress là, certainement, qui leur a permis de trouver cette énergie pour pouvoir travailler dans des conditions difficiles, etc. Mais si ça dure trop longtemps, c'est ça en fait, si ça dure trop longtemps, il peut y avoir des effets secondaires. Donc c'est toujours faire attention à se connaître aussi soi-même, parce que peut-être ce qu'une personne peut faire, une autre personne ne peut pas le faire. Donc c'est aussi savoir jusqu'à où on peut aller. Donc c'est surtout, moi la recommandation, c'est regardez bien jusqu'à où vous pouvez aller dans les situations de stress. Quand ça devient trop, il faut savoir aussi dire stop, j'arrête. Parce que sinon, après, ça peut apporter des déséquilibres, des maladies, des choses, etc. Donc, c'est surtout ça. Merci, Maïmouna. Je pense que c'est ce que nous dit Ouloud dans le chat. Est-ce que le fait d'adopter le lâcher-prise peut aider à réduire le stress? Je pense que c'est ce que tu viens de nous dire. De temps en temps, savoir s'arrêter. Il y a quelques autres questions aussi. Je vais y arriver. La charge de travail peut amener le stress à un employé. Oui, ça, je crois qu'on l'a dit. Et Maïmouna recommande même qu'on évite de stresser, de déverser notre stress sur le personnel. Mais c'est vrai, en fonction des gens, il y en a qui, lorsqu'ils ont trop de travail, ben, ils vont stresser. Alors, lorsqu'on est souvent anxieux, quelle est la juste attitude, Maïmouna? Lorsqu'on est de nature anxieux.
Oui, en fait, là, il faut faire un travail sur vous, hein. Il y a pas de secret. Je sais que c'est très difficile de changer la personnalité. On va pas se mentir, hein. C'est pas quelque chose de simple, mais il faut faire un travail sur vous-même. Soit vous pouvez vous faire accompagner. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner à faire ce travail-là. Soit vous le faites vous-même. Donc, peut-être en lisant des livres, justement, qui vous aident à développer votre perception des choses, en écoutant des posts, des vidéos qui parlent de ces problématiques-là, etc. Mais il faut faire un travail. Hein, il faut changer le dialogue aussi que vous avez avec vous-même, hein, et apprendre à relativiser davantage et à ne pas toujours voir des problèmes partout, du danger partout, etc. Une autre question, quelle est la différence entre stress et colère? Est-ce qu'il y a une nuance? Oui, en fait, encore une fois, le stress, c'est juste cette alarme qui se déclenche et qui va vous mettre dans un certain état. Maintenant, effectivement, ça peut s'accompagner de colère comme pas. Ça peut être aussi autre chose. Donc, cela dépend après de chaque personne. Mais souvent, le stress aussi va déclencher déjà ce que vous avez en vous-même, hein. Donc, quelqu'un qui a déjà une nature à être souvent en colère, lorsqu'il est dans une situation de stress, très souvent, boum, hein, alors que les gens qui sont beaucoup plus calmes, même dans une situation de stress, ont quand même tendance à rester plus calmes, hein. Donc, en général, ça révèle aussi déjà des tendances que vous avez en vous. Alors, il y a une question. Désolée, on a dépassé le temps. Comment esquiver le stress venant de l'extérieur que nous subissons régulièrement? Une Oui, situation bon, de... c'est un peu ce qu'on avait dit, hein. C'est toujours comme on dit. Alors moi, je diffère un peu du Inch'Allah. Alors, je le dis en rigolant, mais il faut le faire c'est pas être fataliste, mais de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on peut changer à notre niveau et il y a des choses qui dépassent notre niveau, on ne peut rien faire. Donc, accepter ce qu'on ne peut pas changer et travailler sur les choses qui dépendent de nous. Moi, c'est vraiment la recommandation que je donne et que je donnerai toujours. Alors, il y a une toute dernière question. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre. Elle est de Laure. Comment aider nos équipes à mieux gérer le stress quand on a des personnes qui sont très susceptibles? Voilà, c'est une bonne question. Voilà, comment aider les gens qui sont autour de nous à mieux gérer eux-mêmes leur stress? Oui, alors si vous voulez aider les gens à mieux gérer le stress, je pense qu'il faut faire des fois, les gens n'ont pas conscience que ils génèrent eux-mêmes, hein, leur propre stress parce qu'ils se mettent trop de pression. La sensibilisation se fait beaucoup justement par des formations sur le stress. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci encore une fois pour cette très belle présentation. Euh, je retiens qu'il faut se connaître. La connaissance de soi, elle est fondamentale. On saura quels sont les éléments qui peuvent nous stresser. On utilisera aussi les astuces que tu nous as données pour prévenir ce stress et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter. En tout cas, on a encore une fois eu une très, très belle présentation, beaucoup d'interventions, mais aussi la présentation, le partage, le témoignage de professeur Elisabeth en début d'émission, en début de session a été également très, je pense, c'était un moment aussi très fort de cette émission de gestion du stress. Il est 14h40, on a dépassé de 10 minutes. Je voudrais m'excuser pour cela. En tout cas, remercier tout le monde, toute la communauté d'avoir été présent, d'avoir été aussi nombreux pour vos interventions. Et puis, on va se donner rendez-vous dans 15 jours. Il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de, voilà, de mots dans le chat. Merci à tous. Merci d'être avec nous et on se dit à dans 15 jours. Merci, professeur. Maïmouna, au revoir. Merci, au revoir. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Bangali.